Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Vous êtes tous face à votre petit écran comme toutes les semaines pour regarder et suivre ce programme hebdomadaire d'information politique, économique, touristique et surtout un programme comme ça qui vous donne envie de croire au continent africain. Merci d'être toujours au rendez-vous de ce programme politique, économique et touristique. Je suis Constieka. Dans cette émission, nous allons parler de la RDC, nous allons parler du Gabon, du Congo, du Sénégal, du Mali, du Nigeria, du Kenya, du Cameroun. Nous allons vous faire comme ça un panorama de tous ces pays pour vous fixer et surtout vous donner les toutes premières informations et des informations qui font honneur à l'Afrique. Je disais tantôt des informations qui font honneur à l'Afrique. Point de dire simplement que toute l'équipe de rédaction de CNN a attribué une mention très honorable au président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour avoir réalisé quelque chose de magnifique. Pendant plus de 2 semaines pratiquement, notre chaîne partenaire C-Direct a abreuvé à satiété toute la planète avec ce gros événement qui a réuni les 3 grands bassins au Congo, à Brazzaville. Retenez simplement que cette œuvre du premier militant écologique, le président de la République congolaise, Denis Sassou Nguesso, a vu une participation énorme de personnalités, de chefs d'État et des représentants africains et européens. Mais le fait majeur pour la population congolaise et pour nous autres Africains a été de voir l'inauguration de ces 2 tours jumelles. Comme pour dire que l'Afrique, quand on fait confiance à nos dirigeants, qui n'ont pas toujours trop de temps avec cette histoire de mandat, il est temps de penser notre Afrique et notre politique à nous-mêmes, de nous octroyer nous-mêmes nos formes politiques, et non de vouloir un tout petit peu singer le Nord. Et quand on regarde ces 2 tours qui font aujourd'hui plaisir aux Congolais d'abord, ensuite à tous les Africains, quand on se rend compte que la pose de la première pierre de la construction de ces tours jumelles s'est effectuée en 2015, on peut simplement totaliser 8 ans. Et 8 ans dans certains pays africains, avec cette réclamation de mandat, ça ne fait que 2 mandats pour réaliser cela. C'est l'occasion pour toute la direction de CNN et l'équipe de rédaction de donner une mention d'honneur au président Sassou Nguesso pour ces très bel ouvrage. Regardez, admirez ces tours jumelles, des tours jumelles avec 8 suites présidentielles, un complexe pharaonique, comme pour dire que l'Afrique se construit à notre rythme, en faisant confiance à nos leaders. C'était pour commencer cette émission Constieka All Week News en faisant ce tableau d'honneur au président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à qui nous disons simplement merci, Monsieur le Président. Le week-end dernier, après un périple à Bruxelles, dans le Benelux, le président de la République du Sénégal a fait escale à Abidjan à l'invitation de son homologue et aîné, le président Alassane Ouattara. Le président Macky Sall a effectué une visite d'amitié auprès de son aîné, le président Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire le week-end dernier. Comme je le disais tantôt, en harmonie, les chefs d'État ont rassuré leurs compatriotes respectifs. L'équipe de CNN était bel et bien à la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire pour immortaliser cette visite d'amitié en plein week-end. C'était samedi dernier. Reportage Charlotte Abdoulaye. Attendu pour 13h, c'est à 12h57 que le cortège du président sénégalais, son Excellence Macky Sall, arrive à la résidence présidentielle de son aîné, son Excellence Alassane Ouattara, située au quartier résidentiel du Golfe, sur les bords de la lagune ébriée. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu et s'est entretenu ce samedi 28 octobre à sa résidence de la Riviera Golfe avec son homologue sénégalais, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire.
Les deux chefs d'État n'ont pas caché leur joie de se retrouver. À la sortie de cet entretien, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, s'est dit honoré d'effectuer cette visite en Côte d'Ivoire pour échanger avec le président Alassane Ouattara sur la situation dans la sous-région et sur le continent africain, ainsi que sur les sujets internationaux. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a une parfaite entente. Cette entente a été déjà scellée par les pères fondateurs de nos États, le président Félix Houphouët-Boigny, le président Léopold Sédar Senghor. Et depuis votre arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes évertués à densifier les relations. Et cette convergence parfaite sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de l'intégration à travers l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, montre que nous devons toujours, par des consultations au plus haut niveau, inspirer l'action de nos gouvernements pour le bénéfice de nos populations. Alors, Monsieur le Président, c'était pour moi vraiment un grand honneur de venir. J'ai essayé de trouver l'agenda, j'ai d'ailleurs dérangé votre week-end. Je dis, je n'ai que le samedi. On m'a permis donc de venir ce samedi à Abidjan, que j'aime bien visiter. Abidjan qui a été métamorphosé en termes de développement urbanistique. Je pense que c'est aussi un modèle que beaucoup doivent imiter. Et nous sommes fiers d'être là. Et j'en profiterai pour voir ma communauté cet après-midi et repartir dès demain. En tout cas, merci pour votre accueil et pour votre hospitalité. Voilà. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est réjoui d'accueillir son jeune frère, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, à Abidjan, et a salué les liens particuliers et étroits entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ainsi que les relations d'amitié et de fraternité qui le lient à son homologue sénégalais. Vous connaissez tous les liens particulièrement étroits entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et les liens personnels d'amitié et de fraternité que nous avons noués, le président Macky Sall et moi-même. L'actualité est dense, aussi bien dans la sous-région, sur le continent, au plan international. Et le président me fait l'honneur de venir passer quelques heures avec moi jusqu'à demain pour que nous puissions échanger. En tout état de cause, une chose est certaine, c'est que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont toujours en phase. Et ça a été vérifié partout. Mais nous voulons parler de la sous-région, compte tenu des difficultés que notre sous-région connaît, aussi bien au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, du continent, les crises ailleurs, au Soudan, Libye, etc. Et bien évidemment, la situation internationale. Monsieur le Président, je suis particulièrement heureux de vous recevoir ce matin. Merci d'avoir fait ce déplacement. Après le point de presse, les deux chefs d'État vont poursuivre leurs échanges autour d'un déjeuner à l'issue duquel le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a pris congé de son aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. En ouverture de cette émission, je parlais autant du Congo. Nous allons effectivement parler du Congo, mais alors du président de la République gabonaise qui était présent à ce sommet sur les 3 bassins au Congo, à Brazzaville. Le président de la transition gabonaise, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tout simplement pris de court toute la presse et surtout, il n'est pas arrivé dans sa tenue officielle, c'est-à-dire sa tenue de général, commandant d'armée. Et lors de sa prise de parole, il a tout simplement remué la salle parce qu'il a suscité une ovation particulière. Je dirais même des ovations particulières. Le discours très ovationné du président de la transition gabonaise qui est apparu dans un costume qui lui allait à merveille, laissant un tant soit peu sa tenue militaire. Un discours franc, pragmatique, qui augure de nouveaux horizons pour le bonheur des Gabonais. On va s'écouter comme ça avec la maestria de Marcel Bassolé quelques minutes simplement de ce discours qui a duré quand même 10 minutes et c'était bien fait. On se le regarde et surtout admirer ce beau costume qui va à merveille au président de la transition gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Excellence,
Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République congolaise, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de l'Union africaine, Mesdames les Premières Dames, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre cet important sommet sur les 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales, il me plaît d'exprimer ma profonde gratitude et celle de toute la délégation qui m'accompagne à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, patriarche, homme de paix, bâtisseur, et oui, et aujourd'hui, militant de la cause écologique, ainsi qu'à tout le peuple congolais pour la chaleur et l'accueil fraternel dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée à Brazzaville. Qu'il me soit permis de saluer l'organisation de cette grande rencontre qui réunit pour la 2e fois nos 3 bassins. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Gabon, depuis le 30 août 2023, s'est engagé dans une transition politique et pacifique qui l'a introduit vers une nouvelle ère, celle de la liberté, du progrès démocratique, économique et social. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en ces temps de reconstruction et de réconciliation nationale, approuvés et salués par l'ensemble du peuple gabonais, mon pays vient réaffirmer ici, avec force et vigueur, sa détermination à assumer ses engagements internationaux dans la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Je réaffirme que cette marche vers la félicité que mon pays, le Gabon, a entamée le 30 août 2023 se manifeste aussi à travers le renforcement de sa participation active à la protection de la planète. La tâche est immense, mais je reste convaincu que Dieu demeure le maître des temps et des circonstances. Si seul on peut aller plus vite, c'est ensemble que l'on peut assurément aller plus loin. Réveillons-nous donc du sommeil des égoïstes. Je ne saurais quitter cette tribune sans saluer le leadership du président Denis Sassou Nguesso, ici présent, sans lequel nous ne serons pas ensemble aujourd'hui. Je vous dis merci.
Nous restons toujours au Congo et nous allons vous permettre aussi, comme ça, d'écouter la représentante du président de la République de Côte d'Ivoire. En marge de ce sommet des 3 bassins à Brazzaville, au Congo, le président n'a pas été de tout repos. Le président Denis Sassou Nguesso, qui recevait tous ses homologues et leurs représentants. Et en marge de ce sommet, il a accordé une audience à la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, qui pour la circonstance représentait le président Alassane Ouattara. En digne représentante du président Alassane Ouattara au sommet des 3 bassins à Brazzaville, Madame Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, a été reçue en audience par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. À cette occasion, la présidente du Sénat ivoirien était accompagnée d'une forte délégation ministérielle et diplomatique ivoirienne. Reportage Charlotte Abdoulaye. Présente au Congo dans le cadre du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, Madame Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, a été reçue en audience par son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, accompagnée de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, Madame Touré Maman Koné, du ministre de l'Environnement et du Développement durable et de la Transition écologique, Monsieur Assaoré Conan Jacques. Cette rencontre a été l'occasion pour la représentante du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, au sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, de présenter ses civilités au chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et de lui transmettre, par la même occasion, le message de son homologue, ami et frère, son Excellence Alassane Ouattara. L'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo a été saluée au cours de cette audience. Nous avons non seulement remis le message du président Alassane Ouattara, mais nous avons aussi transmis ses salutations. Son Excellence M. Alassane Ouattara nous a chargé de dire au président Sassou Nguesso et au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est disposée, et lui-même en tête, à renforcer ces relations qui sont déjà excellentes, mais à les renforcer davantage parce que nous avons beaucoup de choses à partager dans divers domaines. Nous avons transmis ce message et le président Sassou Nguesso nous a dit aussi que lui était dans cette dynamique. Et d'ailleurs, lors de son passage, lors de sa visite à Abidjan, il a souhaité que le président Ouattara envoie une mission ici. Donc l'ANADER, qui est une structure du ministère de l'Agriculture, est là, en train de travailler avec les experts ici de l'agriculture, ici au Congo. Le ministre congolais de l'Agriculture a effectué déjà une visite aussi en Côte d'Ivoire, en plus de d'autres ministres qui ont fait le déplacement. Donc tout ça pour dire que les 2 chefs d'État, les 2 pays, les 2 peuples sont prêts à aller plus loin dans leurs relations pour le bonheur de nos pays, mais surtout pour le bonheur des populations ivoiriennes et congolaises. Le sommet aussi qui a réuni tout ce parterre de personnalités. Ce que nous souhaitons, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises ici à Brazzaville. Merci au président Sassou Nguesso, merci au peuple congolais. Nous repartons avec de grands souvenirs. Au nom du président Alassane Ouattara, Madame Kandia Camara a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président Denis Sassou Nguesso ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais pour le bel accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Nous quittons le Congo maintenant pour d'abord vous présenter, faire un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui forme désormais tous les meilleurs cadres venus de tous les pays d'Afrique. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat.
Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Restons toujours en Afrique centrale et allons-y faire un tour dans le pays du président Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. La RDC, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, présidé par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est le pays qu'a choisi pour la signature de l'accord matérialisant le retour au Tchad, M. Succès Masra, et le gouvernement de la transition de son pays, à savoir le Tchad. M. Succès Masra est l'un des principaux opposants depuis la manifestation du 20 octobre 2022 au Tchad. À savoir que cette date restera une date qui a quand même marqué une marche au Tchad, en N'Djamena, et qui a vu tout simplement le départ pour l'exil de ce principal opposant, et qui a décidé un an plus tard de revenir après ces accords signés à Kinshasa en présence du président Tshisekedi, qui montre encore une fois que nous, Africains, devons régler nos problèmes entre nous. Reportage Charlotte Abdoulaye. Sous la supervision du facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le processus de transition au Tchad, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la transition au Tchad et l'un des principaux opposants, M. Succès Masra, ont signé, après un an d'exil forcé consécutif à une manifestation réprimée dans le sang, selon les textes de l'accord du principe signé à Kinshasa, l'opposant Succès Masra et tous ceux qui avaient quitté le Tchad après la manifestation du 20 octobre 2022 peuvent désormais retourner au Tchad. Non seulement on est satisfait, mais nous avons surtout le souci de faire en sorte que l'unité, la paix revienne dans le pays. Et pour cela, il faut ouvrir grandes les portes du dialogue. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce processus est un processus important pour le peuple tchadien, de voir toutes les personnes qui ont quitté le Tchad des faits politiques puissent retrouver d'abord leur famille, retrouver leur vie politique. Nous voulons réconcilier notre peuple dans la justice et l'égalité. Alors, mon premier sentiment, c'est d'abord cette forte symbolique des Africains, des Tchadiens, aidés par d'autres Africains, et qui trouvent une solution tchado-tchadienne avec un cirage panafricain. Ça me donne de l'espoir. Et ça me projette dans un avenir que je vois rayonnant, à la fois pour les peuples africains, pour les peuples tchadiens, pour les peuples congolais, pour les peuples africains. Rien n'a filtré du contenu exact de l'accord ni sur la date du retour de l'opposant, Succès Masra. Après ce petit tour en République démocratique du Congo, ça fait plaisir de savoir que tout problème, toute mésentente finit toujours par s'arranger. Et nous souhaitons un très bon retour à M. Masra Succès dans son pays, le Tchad. Nous allons parler du Cameroun, c'est-à-dire ce pays baptisé désormais le continent 237, présidé par son Excellence Paul Biya. Paul Biya, du haut de ses 90 bougies, tient toujours le haut du pavé et est toujours gouvernail de ce pays. Ce pays dont la capitale économique, Douala, a décidé de faire des merveilles et surtout de passer la vitesse supérieure. Par l'entremise de son brillant maire, le maire de la ville économique du Cameroun, Douala, la capitale économique, veut moderniser sa ville, apporter un changement pour le bonheur de ses administrés. Par les infrastructures, l'éclairage de la ville sont entre autres ses priorités. Dr Roger Mbassa Ndiéné a vraiment retroussé ses manches pour le grand bonheur des populations camerounaises qui en avaient un grand besoin. Reportage Raoul Sankoué. Le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassa Ndiéné, a présidé ce 27 octobre 2023 la 3e session ordinaire du Conseil de communauté consacrée à l'évaluation du niveau d'exécution du budget de la ville et aux orientations budgétaires pour l'exercice 2024. C'était en présence du préfet du département du Vouri, les membres du Parlement, du délégué régional de la décentralisation et du développement local, des maires des communes d'arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun.
Les données sur l'exécution du budget de la communauté urbaine de Douala à fin septembre 2023 font ressortir une bonne réalisation des recettes totales, avec des émissions d'un montant de 66 167 584 654 francs CFA, soit 89% de la prévision annuelle. Une réalisation des recettes en nette augmentation par rapport à celle de 2022 de 22 483 896 628 francs CFA en valeur absolue et 51,47% en valeur relative avec un taux de réalisation prévisionnel annuel de 67%. Au niveau des dépenses, les ordonnances de dépenses sont également en nette amélioration de 10 641 714 490 francs en valeur absolue et de 42,9% en valeur relative par rapport à 2022. Pour l'exercice budgétaire 2024, la communauté urbaine de Douala souhaite désormais s'engager dans la mise en œuvre des grandes actions visant à faire de la ville de Douala une ville industrielle, inclusive, compétitive et attractive. Et pour la communauté urbaine de Douala, cela passe par le développement des infrastructures et des mobiliers, par le renforcement de l'éclairage public, la construction des voiries urbaines, l'assainissement de la ville avec le programme Douala Clean City. Et enfin, l'appui au développement économique et social. Au sortir de cette troisième session ordinaire du Conseil de communauté, le maire de la ville de Douala a invité les populations de la ville à travailler avec la communauté urbaine et les mairies d'arrondissement pour faire de la capitale économique du Cameroun un véritable centre urbain où il fait bon vivre. The revenues are, of course, as they said, we have doubled the revenues. So, and we have tried to put the basis of what we are now looking for. We want to transform the city. We want to transform the city of Douala. We have to improve waste management in our city. We have to improve the roads. We have to improve public light and so on. We are now ready to do that because we have more revenues. We have more people who are ready now here to work, but we need citizens of Douala to come on board with us. That's our message. They should come on board. We should all together fight against disorder. We should fight to improve the cleanness of the city. That is not just for us, it is a matter for all of us. Après le Cameroun, escale au Mali pour parler de ce pays qui voit à sa tête la junte militaire et surtout le président de la transition, Assimi Goïta. Nous allons surtout parler du départ de la MUNISMA qui quitte définitivement le camp Kidal, laissant champ libre au comité national pour le salut du peuple. Ce comité, et surtout ce pays, le Mali, dirigé par le président Assimi Goïta, chef de l'État malien, devra désormais faire face à la rébellion séparatiste à dominante touareg. La junte au pouvoir à Bamako, prise de vitesse, se retrouve devant la question de la réponse à apporter à ce nouvel acte. Devant cette façon de faire de la junte militaire à Bamako, au Mali, présidée par le chef de l'État Assimi Goïta, nombreux Africains se posent des questions et des interrogations pilulent de part et d'autre. Mais laissons voir et regardons. Reportage Charlotte Abdoulaye. Dans le cadre de son retrait progressif du Mali d'ici le 31 décembre 2023, la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a mis fin à sa présence dans la région du Kidal, mardi sur le soleil du petit matin. Plus d'une centaine de véhicules blancs, entre autres des 4x4, des blindés, des camions, des véhicules de la MINUSMA, se sont mis en convoi aux portes de Kidal. Vu l'ampleur de la mission, il faudra encore au moins 3 heures pour que le dernier convoi des casques bleus ait quitté Kidal, la grande ville du nord du Mali, par la route pour une première escale à Gao, située à 350 km au sud de Kidal. On va regagner notre pays. C'est les Mali qui va s'approcher, qui va prendre les sécurités de leur population.
nous avons terminé pour la mission de la MINUSMA. Une longue et difficile route commence pour ce convoi des casques bleus. Au minimum 5 jours dans le désert avec des risques d'attaque. La MINUSMA a tenu son pari de quitter Kidal fin octobre 2023, en avance sur son calendrier. Pour les habitants de Kidal, c'est le début d'une nouvelle période d'incertitude. On voit que son départ va laisser un large vide, surtout en ce qui concerne l'appui aux services sociaux et l'assistance aux populations dans certaines zones. La coalition rebelle CPS-PSD, qui contrôlait déjà la ville, s'est déjà installée dans la base. C'est le CSP qui contrôle les camps et l'aéroport. Ce n'était pas prévu comme ça. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ce que ça soit ainsi, dans des circonstances un peu risquées pour la MINUSMA. Et ça, nous le regrettons vraiment. La MINUSMA devait remettre ce camp aux autorités maliennes. La colonne de l'armée malienne qui devait quitter Kidal se trouverait encore bloquée à Anfis, à 110 km au sud de la ville. Après le Mali, nous allons parler du Nigeria, ce pays d'expression anglaise au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le chancelier allemand Olaf Scholz, en visite au Nigeria, ce pays de 225 millions d'habitants, avec pour chef d'État son Excellence Bola Tinubu. Une visite au Nigeria où il a été question de parler des coups d'État militaires dans la région et surtout d'évoquer des investissements en Afrique. Le politique allemand s'est surtout attardé sur les divers investissements, non simplement au Nigeria, mais sur le continent africain, sans omettre quand même, comme je disais tantôt, d'évoquer cette prolifération de coups d'État sur le continent africain. Reportage, Charlotte Abdoulaye. Le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, se rend pour la 3e fois en Afrique depuis son entrée en fonction il y a presque 2 ans. Un déplacement qui illustre l'intérêt grandissant de Berlin pour l'Afrique, la remise en cause du modèle énergétique allemand après la fin des livraisons de gaz russe, contraint Berlin à multiplier les contacts avec d'autres pays. Le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, a été reçu ce dimanche par son Excellence Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, à Abuja, la capitale du Nigeria. C'était une rencontre entre 2 géants des pays d'Afrique et d'Europe les plus peuplés. Son Excellence Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, entend profiter de l'intérêt allemand pour le Nigeria pour créer des conditions de développement dans le pays. Le Nigeria est encore en difficulté, mais nous sommes déterminés à changer le discours et à mettre en place un gouvernement transformateur dans le pays. Vous êtes les bienvenus avec votre délégation pour collaborer avec nous en termes d'éducation, d'énergie, de ressources minérales et de toutes autres opportunités. Les ressources du géant africain sont au cœur des discussions. Le Nigeria dispose des plus grandes réserves de gaz du continent. Elles intéressent fortement l'Europe, l'Allemagne en particulier, dont la demande en énergie est très forte. Comme vous l'avez dit, il existe de nombreuses opportunités, non seulement dans le domaine du gaz et du pétrole, qui sont traditionnellement liés à votre pays, mais où il y a beaucoup de marge d'amélioration et de meilleure utilisation, mais aussi d'investissement pour l'avenir, notamment l'hydrogène. L'Afrique et le Nigeria en particulier ont un potentiel de développement pour l'hydrogène, qui est le gaz clé de la transition énergétique. Le Nigeria et l'Allemagne ont des intérêts communs. Son Excellence Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, a déjà demandé l'aide de l'Allemagne sur les plans sécuritaires et économiques. Il est à noter que le Nigeria est le 2e plus grand partenaire commercial de l'Allemagne en Afrique subsaharienne et avec un volume d'échanges estimé à un peu plus de 3 milliards d'euros par an. Du Nigeria à la Côte d'Ivoire, cette fraternité n'a que pour barrage la langue. En Côte d'Ivoire, nous parlons français. Au Nigeria, nous parlons anglais. L'accent en 2023 a été mis sur la jeunesse de Côte d'Ivoire par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et qui dit jeunesse de Côte d'Ivoire parle aussi du ministre de la promotion de la jeunesse, à savoir M. Touré Mamadou. Et pour la circonstance, ça fait énormément plaisir de voir cette solidarité ministérielle. Quelle image qui rassure la jeunesse par la mise en œuvre de la vision jeunesse du gouvernement PGGouv 2023-2025 avec le ministre du tutelle, Touré Mamadou,
qui rassure aussi les populations. En intégrant le ministre maire de Bouaké dans la gestion de cette institution socio-éducative importante pour la jeunesse qui a été visitée à Bouaké. Le ministre Touré Mamadou est allé se rendre compte de l'avancée des travaux qui tirent à leur fin pour le grand bonheur de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et surtout, ça fait énormément plaisir quand on sait que ce chantier a été confié à une entreprise de Côte d'Ivoire, une entreprise ivoirienne, et qui réussit en temps et en heure à livrer ce travail, qui est déjà pratiquement à 90%. Reportage Charles Abdoulaye pour CNN. Dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement et de la République de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Touré, accompagné du maire de Bouaké, a effectué une visite de travail dans la ville de Bouaké, plus précisément au quartier Gatakro. Objectif de cette visite, évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'institution socio-éducative des jeunes de Gatakro, un espace d'encadrement et de proximité pour assurer une éducation permanente de la jeunesse par une offre de services adéquate conformément au programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. C'est un peu plus de 280 millions de francs CFA qui ont servi à redonner à cette institution une toute nouvelle fière allure. Même si jusqu'ici le chantier n'est pas encore complètement achevé, le ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, se dit fier de l'état d'avancement des travaux. J'ai fait une visite de chantier avec le ministre et maire de Bouaké pour nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux, achevé à plus de 90%. Nous allons voir maintenant comment est-ce que l'auberge va fonctionner, la gouvernance, et puis surtout faire en sorte que ça soit un cadre agréable pour donc, les jeunes. J'ai souhaité que la mairie s'implique fortement donc, dans la gestion et dans l'animation donc, de cette infrastructure. Le maire de la ville de Bouaké, tout heureux, n'a pas manqué de dire toute sa reconnaissance au ministre pour cette bâtisse qui vient apporter de l'espoir à la jeunesse de Bouaké. Je voudrais vraiment remercier le ministre pour la vision et pour la mise en œuvre de la vision, parce que c'est du concret. Le centre est prêt à accueillir des pensionnaires et nous allons travailler avec les équipes de M. le ministre ici à Bouaké pour voir comment la jeunesse ici peut vraiment profiter donc, de cet investissement, qu'ils comprennent que c'est important qu'ils puissent avoir donc, des endroits comme ça pour leur épanouissement. La fin des travaux est prévue pour mi-novembre. Ce centre permettra une meilleure insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Dans son cahier de charges, le programme Jeunes du gouvernement 2023-2025 prévoit également la réhabilitation des équipements de 264 institutions socio-éducatives à travers le pays. 6 d'entre elles seront réhabilitées et équipées pour un coût total de 648 millions de francs CFA financés par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Tout en félicitant le ministre de la Promotion de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou, qui va sur le terrain et qui veut voir si la mise en œuvre de la vision d'abord du président de la République de Côte d'Ivoire et de sa feuille de route est effective. Bravo au ministre de la Promotion de la Jeunesse, surtout pour cette année entièrement dédiée à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Restons toujours en Afrique et nous allons parler du Kenya. Le Kenya, principalement, où le roi Charles III du Royaume-Uni était en visite avec la reine Camilla, une visite d'amitié de 4 jours au Kenya. Reportage Charlotte Abdoulaye. Arrivé à Nairobi, la capitale kenyane, le souverain britannique, le roi Charles III et la reine Camilla ont été accueillis par le président de la République du Kenya, son excellence William Ruto, et son épouse Rachel Ruto à State House, le palais présidentiel. Le déplacement de Charles, 74 ans, et son épouse Camilla, 76 ans, intervient quelques semaines avant les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance du Kenya, qui n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il revêt une importance particulière pour la couronne britannique, car c'est en étant au Kenya que la reine Elisabeth II a appris le décès de son père en 1952. Le Kenya est un voyage lourd de symboles pour le souverain du Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale. Un déplacement qui a été précédé de demandes d'excuses pour les violences et injustices qu'ont subies les Kenyans durant la période coloniale.
Plus de 10 000 Kenyans ont été tués après la révolte contre le pouvoir colonial britannique et des dizaines de milliers d'autres ont subi des actes de torture et de mutilation. Journée très protocolaire pour le souverain britannique, mais sur son parcours, il trouvait encore quelques vétérans prêts à rappeler au souverain britannique le souvenir de cette période triste du Kenya. Je suis heureux qu'il soit venu pour qu'il ressente la honte de notre situation et de la façon dont ils nous ont abandonnés. Je pense qu'il devrait s'agenouiller devant nous. Entre dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu, rencontre des entrepreneurs du secteur technologique, le roi Charles III du Royaume-Uni ne s'est pas exprimé sur ce sujet sensible. Le soir, au dîner de gala, le souverain britannique a prononcé quelques mots. Les méfaits du passé causent la plus grande tristesse et des regrets les plus profonds. Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre des Kenyans alors qu'ils menaient, comme vous l'avez dit aux Nations Unies, une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuses. Le souverain britannique, le roi Charles III, n'a pas présenté des excuses formelles ni proposé des réparations. Retour en Côte d'Ivoire, où nous allons parler d'un département ministériel, le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, dirigé par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahim Ouattara. Retenez qu'en Côte d'Ivoire, la formation et l'accent mis sur la formation des différents corps d'armée est quelque chose qu'on a toujours préféré faire vivre comme ça aux téléspectateurs pour assurer aussi un peu les populations. La formation des sous-officiers à Bouaké, NSOA, pour parfaire la maîtrise de leur corps de métier est quelque chose qui nous a fascinés. Et ça a été une décision de l'équipe de reportage de CNN de vous présenter cette formation. Regardez ce que c'est que la formation de nos sous-officiers à Bouaké. Reportage, Raoul Sonkoué. C'est par un coup de sifflet que sont réveillés à 4 heures du matin les élèves sous-officiers de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké. L'ENSOA de Bouaké est le temple de formation par excellence pour donner aux sous-officiers le savoir-faire et la discipline de militaire. Avant le début de toute chose, les sous-officiers, parés dans leur tenue de combat, font honneur à la levée des couleurs du drapeau. Après suivra un rassemblement durant lequel les jeunes recrues recevront de leur encadreur les consignes de la journée. L'armée de terre doit disposer des sous-officiers suffisamment entraînés et prêts à agir efficacement en situation d'opération militaire où ils sont appelés. Autant l'Académie des forces armées forme des officiers qui sont directement employables pour leur pays et pour leurs armées, autant l'ENSOA se prévaut aussi de cette expertise et donc forme des sous-officiers qui sont capables d'être employés d'emblée. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké dispose d'un enseignement académique. Toutefois, l'essentiel de l'enseignement repose aussi sur la formation humaine et militaire. On a reçu des aptitudes physiques et intellectuelles de qualité grâce à un personnel doté d'un professionnalisme élevé. Dans le cadre de sa modernité, cette école de haut commandement s'est dotée d'un stimulateur de tir de dernière génération. Dans cet établissement, l'apprentissage du combat passe aussi par la maîtrise des armes. Après cette séance d'entraînement, d'autres activités sportives comme la marche, le parcours d'obstacles et la piste d'audace, sans distinction de sexe, sont pratiquées. Depuis sa création en 1976, à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, c'est déjà un peu plus de 2422 élèves sous-officiers formés. Après 18 mois de formation, la 32e promotion de l'ENSOA de Bouaké, qui achève sa formation, prêtera serment. Les encadreurs invitent à cet effet les populations à venir massivement vivre ce moment exceptionnel. Inviter les populations de Bouaké et même au-delà à venir participer à cette belle cérémonie qui va consacrer donc la sortie de nos nouveaux sergents. Cette 32e promotion est composée de 155 stagiaires, dont 129 hommes et 26 femmes. 148 recrues de nationalité ivoirienne et 7 de pays frères et amis de la Côte d'Ivoire, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Togo, la République du Congo, le Cameroun et le Gabon.
Après avoir regardé et surtout apprécié cette formation en Côte d'Ivoire à Bouaké, nous allons nous envoler pour le Sénégal. Nous allons dans le pays de la Teranga, le pays présidé par son Excellence Macky Sall, chef de l'État de la République sénégalaise. Le président de la République, chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a inauguré la plateforme logistique Germany West Africa Sénégal. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, s'est rendu dans la zone économique spéciale intégrée de Diass pour inaugurer la plateforme logistique de Germany West Africa, fruit de la coopération sénégalo-italienne. Il n'y a pas de développement sans industrie. L'industrie, activité génératrice de richesses et d'emplois à grande échelle, est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement. C'est pourquoi l'industrie figure en bonne place dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et c'est le sens de la création de 5 zones économiques spéciales comme pôle d'éclosion du Made in Sénégal pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation de notre pays. La première phase de la réalisation de la zone économique spéciale intégrée de Diass a coûté 32 milliards de francs CFA. Dans la première phase, un investissement de 32 milliards grâce à un prêt de notre partenaire, la Banque ouest-africaine de développement, que je remercie au passage. Ce financement permettra, entre autres, la clôture de la zone afin de sécuriser l'assiette foncière, la construction de 13 km de voirie, de voies d'accès à la zone à partir de l'autoroute à péage et la RN1. Il est prévu que cette zone génère environ 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects, ce qui aura un impact significatif sur l'économie locale et nationale. Il s'agira d'aménager toutes les commodités nécessaires à la mise en service de la zone économique spéciale, notamment le service de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et des télécommunications. 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects seront générés dans la zone économique de Diass. À travers les zones économiques spéciales intégrées, l'État du Sénégal vise à faire du Sénégal un hub industriel dans la sous-région en offrant des infrastructures modernes et une main-d'œuvre qualifiée. Un panorama comme ça, une revue de toute l'actualité africaine, mettre en exergue notre continent africain, c'est l'heure de vous présenter le grand format. Pour ce grand format, un politologue, Jean-Emmanuel Pondy de la République du Cameroun. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission à bâton rompu d'un type particulier. Il est très important pour nous aujourd'hui de mettre aux yeux du monde, aux yeux de la planète, les meilleurs parmi nous. Et quand ces meilleurs sont d'origine d'Afrique, rien de plus important et je dirais encore de plus glorieux pour les Africains que nous sommes. Et le monsieur que j'ai décidé de recevoir aujourd'hui est un personnage atypique. Jeune, brillant, à regarder son parcours et surtout son CV, on se pose la question de savoir combien de temps a-t-il pris pour acquérir autant d'expérience sur le plan scolaire, universitaire et même professionnel. Il est notre invité dans cette émission à bâton rompu d'un type particulier. À tout à l'heure. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci de nous accorder cette interview et merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation qui m'a été donnée, je suis très honoré. Votre CV fait de vous un immense intellectuel. Y a-t-il des sujets tabous, professeur, que vous n'aimeriez pas aborder? Il n'y en a aucun. Aucun. Tous les sujets sont à discuter. Première des questions, et nous allons démarrer cette émission. Qu'en pensez-vous de la façon dont évolue le Cameroun? Je pense que le Cameroun évolue par rapport aux autres pays de manière moyennement satisfaisante. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire en regardant ceux qui vont moins bien que nous. Ce qu'il faut pour le Cameroun aujourd'hui, c'est de se mettre dans une ligue
parmi les meilleurs, se comparer davantage à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, à l'Afrique du Sud, au Maroc, qu'à la Guinée-Bissau, par exemple. Donc je crois qu'il faut maintenant que nous regardions plutôt vers ceux qui sont à l'avant de la course. Dans votre biographie, professeur, qui est d'une rare densité avec des dates et des événements en pagaille, pour vous, quelle date constitue un moment à part? Pour moi, je crois que c'est plutôt lors de l'apparition de mon premier ouvrage. Parce que je ne considère pas l'accumulation de diplômes comme étant la chose la plus importante. Les diplômes ne sont que une assurance d'un savoir acquis qui a été testé et pour lequel on peut être sûr qu'il est à peu près maîtrisé. Mais ça ne suffit pas. Et l'erreur de beaucoup d'Africains, c'est d'avoir la maladie de la diplomite. Ils s'en tiennent à cela et ils pensent qu'avoir un diplôme, c'est tout ce qu'il y a comme objectif à atteindre. Et pourquoi ce choix de cette date de la sortie de votre premier ouvrage? Parce que c'est l'entrée dans le monde des idées. J'ai la conviction que l'un des problèmes de l'Afrique, justement, c'est de ne pas accorder suffisamment d'importance aux idées. Parce que ce sont les idées qui façonnent, qui structurent et qui approfondissent une action pérenne. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas réfléchi sur ce que vous devez faire avant d'agir. Or, en Afrique, très souvent, malheureusement, c'est pas partout pareil, mais bien souvent, malheureusement, on agit d'abord et on réfléchit après. Et par conséquent, nous sommes amenés à des éternels recommencements parce que l'action n'est pas suffisamment mûrie. On a une sorte de mépris pour la pensée. Or, c'est la pensée qui doit précéder l'action. Partout où des peuples ont réussi, où les civilisations ont réussi aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont pensé leurs actions bien avant d'agir et ça rend l'action pérenne, ça rend l'action profonde et ça l'inscrit dans le temps et dans la durée. Il est notre invité dans cette émission à bâton rompu. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Si vous le regardez du Soudan en Nairobi, en passant par Johannesburg, en passant par, je dirais, Libreville, ou encore Brazzaville ou Kinshasa, retenez que nous avons, pour nous, sur ce plateau, un éminent intellectuel d'origine camerounaise. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Professeur, sans l'ombre d'un doute, on peut considérer que vous êtes un expert en sciences politiques et en relations internationales, matières dans lesquelles vous avez formé des générations d'universitaires camerounais et même des Africains. Pourquoi n'aspirez-vous pas à diriger le Cameroun ou simplement à y contribuer? Parce que j'estime pour ma part que la division des tâches est importante et il me semble que tous ceux qui aujourd'hui ont du poids et un impact dans le monde ont été formés quelque part, sortent d'un moule. Il n'y a personne qui aujourd'hui est une personnalité publique qui n'ait été dans une école ou dans une faculté ou dans un centre de formation. Mais c'est fort de tout ça, professeur. Donc ça veut dire que nous participons, peut-être à un stade différent, mais nous participons à créer tout ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. De toute évidence, professeur, le Cameroun reste un pays très divisé, avec une classe politique où les gens semblent vraiment se détester. Et en tout cas, courir chacun après des intérêts personnels, comment peut-on honnêtement parler de nation dans ces conditions? Non, moi, mon point de vue est un peu différent. L'expert que vous êtes en politique et en diplomatie, d'ailleurs. Oui, mon point de vue est un peu différent. Mon point de vue est que l'histoire du Cameroun est unique et singulière. C'est l'un des rares pays en Afrique qui, sur le plan technique, n'a jamais été une colonie. Il a été un protectorat allemand, 1884-1916. Ensuite, il a été un territoire sous mandat des Nations Unies, de la Société des Nations, divisé entre la France et la Grande-Bretagne, et ensuite sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies, divisée toujours entre la France et la Grande-Bretagne. Vous avez dit que les Camerounais sont très divisés. Je dirais apparemment. Surtout la classe politique. Voilà. C'est peut-être plus vrai de ce côté-là. Mais le peuple camerounais n'a pas vraiment de problème. L'un avec l'autre, les différentes parties sont très variées. On compte plus de 250 ethnies. On compte des Camerounais qui vivent dans toutes sortes de sphères géopolitiques. Et je pense qu'en gros, ça se passe plutôt
plutôt bien, plutôt bien. Alors les Camerounais seront peut-être d'un avis un peu contraire au vôtre, surtout sur la question que j'aborde qui concerne les fortunes. Des fortunes colossales se sont constituées ici et là sans être le pur produit du travail. Au Cameroun, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Qu'est-ce que l'enseignant que vous êtes, qui n'a que son stylo et son petit salaire, je présume, pense de tout ça par rapport à l'équilibre d'un pays en construction comme le Cameroun? Très bien, je pense qu'il ne faut pas vouer aux gémonies toutes celles et tous ceux qui sont dans l'aisance. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont des prédateurs. Cependant, quand quelqu'un gagne 300 000 francs par mois ou 200 000 francs par mois, est-ce que c'est possible et qu'après est-ce que c'est normal qu'ils construisent une maison de 200 millions? milliardaire, Voilà. ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui va pas. Quelque chose qui est tout à fait anormal. Donc je crois que c'est déjà un fait. Et l'administration n'est pas le lieu, n'est pas le parcours de quelqu'un qui veut s'enrichir. Parce qu'il faut bien que nous comprenions que c'est le service public. C'est-à-dire le service au public. Mais malheureusement, vous convenez avec moi que c'est récurrent au Cameroun. Il y a un problème, et je pense qu'il est temps pour nous de le regarder en face et d'essayer justement d'analyser les différentes facettes. Je dirais que il y a d'abord, à partir des années 1977, un changement tout à fait visible dans le rapport des Camerounais avec le matériel. Parce que jusqu'à cette période-là, le Cameroun ne produisait pas de pétrole. C'est à partir de 1977 qu'on a vu qu'avec la manne pétrolière, bien que le premier président du Cameroun, président Amadou Ahidjo, disait qu'avant le pétrole, il y a l'agriculture, et après le pétrole, il y aura l'agriculture, comme pour focaliser les Camerounais sur ce qui faisait la marque de fabrique du Cameroun, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire du pays. C'était ça notre marque alimentaire. Vous croyez vraiment que le Camerounais lambda, c'est que le Cameroun produit du pétrole aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes un pays en pleine décroissance par rapport à la capacité de production. Mais je parle de 1977. Nous avons atteint le pic dans le début des années 80, 85 par là. Mais vous êtes d'accord avec moi aussi que le Camerounais lambda ne le sait même pas? Non, peut-être pas. Mais il voit quand même, puisqu'il a quand même il a des membres de sa famille dont il voit un train de vie assez princier. Et je pense que le rapport à l'argent que nous entretenons aujourd'hui est malsain. Il est malsain parce que il a été prouvé dans l'histoire du monde que celles et ceux qui ont changé le monde n'ont jamais été riches. En fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ceux qui ont eu un impact majeur sur la marche du monde ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient riches, mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient d'autres types de richesses. Et nous ne devons pas être des idolâtres, faire une idolâtrie à l'argent. C'est toujours les chemins de la perdition. Malheureusement, c'est ce qu'on vit au Cameroun. Mais il faut le condamner. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir, déjà en tant qu'enseignant, c'est l'enseignant que vous êtes, qui est la base réelle, est-ce vraiment possible de traquer l'enrichissement illicite qui fausse le jeu économique et social au Cameroun aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord prêcher par l'exemple. Il ne sert à rien de faire des discours aux gens, alors qu'on sait que peut-être vous-même, vous êtes corrompu. Je pense que Et qui doit prêcher l'exemple? Je dis ceux qui parlent, ceux qui ont le discours public, doivent être des exemples. Parce qu'en fait, la définition de l'intégrité, c'est la convergence entre votre action et votre parole. Quand vous prenez quelqu'un comme Nelson Mandela, il a toujours dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, quoi que cela lui coûte. Alors, qu'est-ce que vous pensez, si on enchaîne, on embraye là directement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ceux qui détournent les derniers publics, c'est-à-dire l'argent qui appartient à tous les Camerounais, et les conséquences sur le développement que Non, je pense que c'est un crime, c'est un crime. Bon, il faut être clair, c'est un crime. Mais ce que je n'accepte pas beaucoup, c'est les donneurs de leçons, comme si au Nord, il n'y a pas de corruption. Il y a bel et bien une corruption. Mais le problème, c'est que l'impact de la corruption en Afrique est plus grave et plus dévastateur parce que l'environnement est déjà suffisamment pauvre. Quand on vole une somme importante d'argent en Afrique, la conséquence de ce vol est catastrophique. Alors qu'en Occident, il y a du vol, il faut le dire clairement, et même en droit, comme vous le savez, celui qui est l'auteur d'un crime, c'est-à-dire de vol, doit écoper de la même sentence que son complice. Alors ce qu'on a aujourd'hui, c'est des donneurs de leçons qui viennent nous dire pourquoi nous sommes corrompus,
comment nous sommes corrompus, en oubliant qu'une bonne partie de cet argent est logé chez eux. Ils savent très bien, pour la plupart du temps, que c'est de l'argent qui n'est pas tout à fait propre. Donc je dis qu'en droit, celui qui est le complice doit écoper de la même sanction que l'auteur principal. Et c'est pour ça que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons dire que c'est mauvais quand c'est fait en Afrique. C'est tout aussi mauvais quand c'est fait dans n'importe quel autre continent. Il est notre invité dans cette émission Bâton rompu. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy, un jeune et brillant intellectuel africain. Et c'est avec lui que nous discutons de tout, sans sujet tabou. À tout à l'heure. Retour sur notre plateau, professeur. On parlait tout de suite de l'Occident. Enfin, vous avez fait un petit zeste à l'Occident. On va revenir, justement, pour dire que l'Afrique est là. C'est l'Africain que je parle. L'Afrique doit-elle se soumettre au diktat de l'Occident sur l'homosexualité, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que cette question doit être regardée de très près. Parce que l'homosexualité telle qu'elle est vécue en Occident ressort de leur culture à eux, de leur parcours à eux, qui n'a rien à voir avec nous. Et quel est alors votre point de vue sur ce débat au Cameroun? Moi, je pense que c'est un débat qui ne passera pas ici. Parce que 98,8% des Africains et des Camerounais considèrent non pas que c'est une mauvaise chose, mais que c'est une aberration. Donc, quand on parle d'aberration, il y a une sorte de dégoût à cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Africains, dans notre culture, nous sommes, traditionnellement, ça il faut le dire, avec plusieurs épouses. Donc, la polygamie. Ce que rejette... On peut dire qu'on est un peu moins, on est un peu contre même la monogamie, d'ailleurs. Oui, voilà. Ce que rejette totalement l'Occident. Et qui est considéré comme un crime grave, là-bas. Et si vous êtes surpris dans cette posture, vous êtes expulsé de l'espace occidental. Mais alors qu'ils appliquent cela, ils refusent de comprendre notre plaidoyer, qui est que pour nous, pour notre culture, c'est une aberration. Et eux, ils veulent que nous acceptions cela, tout en refusant notre posture culturelle qui est naturelle chez nous. Donc, je ne dis pas que tous les Africains sont polygames, non. Mais je dis que la polygamie, dans un pays comme le Cameroun, fait partie des dispositions légales qui peuvent être choisies ou pas par un citoyen. Alors, chez eux, en Occident, c'est inacceptable. Qu'ils souffrent de comprendre aussi que pour nous, autant ils condamnent la polygamie pour des raisons culturelles chez eux, autant chez nous, nous en faisons de même pour l'homosexualité. Un point, un trait. Voilà, comme on dit dans les pays voisins, ce qui est dit est dit. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme d'information politique, économique et touristique, Constier Call Week News, je tiens simplement à vous dire de ne pas oublier toutes vos multi-rediffusions. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka, au revoir. Rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Constieka All Week News en multidiffusion tous les 3 heures. Sur CNN, la télévision autrement, disponible sur les bouquets Cryolink O12, numéricable O12, sur les bouquets Télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.